Les chiffres sur le terminal Bloomberg ne se contentaient pas de clignoter, ils pulsaient comme un cœur à l'agonie. Pour Monsieur Griffin, la lueur de l'écran était la seule lumière qui comptait dans l'obscurité des premières heures du matin dans son bureau de Manhattan. Dehors, le monde dormait encore, ignorant que le fondement même de son pouvoir d'achat s'érodait au rythme de 6% par an. L'argent liquide n'est plus roi. Dans cet environnement macroéconomique, l'argent est un glaçon qui fond. Si vous le gardez trop longtemps, il ne vous restera que les mains mouillées et une amère leçon sur le coup d'opportunité. Griffin s'adossa à son siège, ses yeux traçant les flux de capitaux à travers l'Atlantique. Pour les profanes, le système bancaire américain ressemblait à un monolithe de stabilité. Pour Griffin, c'était un réseau complexe de réserves fractionnaires et de pressions inflationnistes. Il savait que la bataille de la Réserve fédérale contre l'indice des prix à la consommation était une arme à double tranchant. Chaque hausse de taux d'intérêt était une attaque chirurgicale contre l'inflation, mais aussi un nœud coulant pour les entreprises dépendantes du crédit bon marché. Le défi était clair, maximiser la liquidité tout en courant plus vite que la dévaluation de la monnaie. La plupart des directeurs financiers jouaient la défense, ils réduisaient les coûts, se cachaient dans les bons du trésor et espéraient un revirement. Monsieur Griffin, lui, était un architecte de l'offensive. Sa philosophie s'enracinait dans la vitesse de circulation de l'argent. Dans son monde, la liquidité n'était pas un tas de billets stagnants dans une banque commerciale, c'était la mobilité stratégique des actifs. Il s'agissait d'être assez liquide pour attaquer, mais assez investi pour croître. Les banques veulent vos dépôts pour soutenir leur propre bilan. Elles vous offrent 2% alors que l'économie réelle brûle à 8%. Ce n'est pas du secteur bancaire, c'est un transfert de richesse. Mon travail est d'interrompre ce transfert. Griffin ouvrit un registre privé intitulé Optimisation des flux de trésorerie. Sa stratégie était une rupture radicale avec le portefeuille classique 60-40e de la dernière décennie. Il commença à transférer les réserves opérationnelles de la firme vers des instruments de crédit privé à court terme et hautement liquides, ainsi que vers des titres protégés contre l'inflation. Il ne cherchait pas seulement une protection, il construisait une forteresse. En se diversifiant hors de l'exposition bancaire traditionnelle et en se concentrant sur la liquidité en temps réel, Griffin s'assurait que sa firme non seulement survivrait lorsque le resserrement inévitable du crédit frapperait les banques de taille moyenne, mais qu'elle serait la seule avec les liquidités nécessaires pour racheter les décombres. L'après-midi apporta un siège mondial. Griffin orchestra une symphonie de sorties. Pour lui, le système bancaire était un théâtre en feu, et il avait cartographié chaque sortie de secours. Il commença à exécuter la phase suivante de sa stratégie, le pivot vers les actifs réels synthétiques. Griffin savait que les protections traditionnelles comme l'or étaient trop lentes pour l'économie numérique moderne. La liquidité est comme l'oxygène, remarqua Griffin. On ne remarque sa présence que lorsqu'il vient à manquer. Et quand il n'y en a plus, les hommes échangent leur royaume pour une seule respiration. Nous serons ceux qui vendent les bouteilles d'oxygène. Il ordonna à son équipe de retirer tous les dépôts non assurés du secteur bancaire commercial. Ils transférèrent les fonds vers une trésorerie de l'ombre ou une série de comptes séparés contournant le circuit de crédit traditionnel. En restant en dehors du circuit standard, le capital de Griffin restait vivant, tandis que le reste des actifs du marché était dévalué à zéro. Griffin regarda une carte thermique de San Francisco et de Chicago sur sa tablette. Les écrans saignaient du rouge. L'immobilier commercial n'était plus une classe d'actifs, c'était une bombe atmosphérique au sein du système bancaire. Les banques régionales détiennent la bombe, dit Griffin. Elles ont prêté des milliards en supposant que le monde aurait toujours besoin de tours de verre et de bureaux. Elles ont oublié qu'un virus pouvait changer la géographie humaine et que des taux d'intérêt élevés pouvaient transformer un gratte-ciel en un passif vertical. Griffin analysa l'effet de levier. Ce n'était pas seulement les fonds propres qui s'évaporaient, c'était la confiance dans l'évaluation des garanties. Il savait que les régulateurs bancaires n'avaient pas compris la corrélation entre le risque de taux d'intérêt et la transformation des échéances des dépôts. Alors que les banques étaient coincées, Griffin se déplaçait à la milliseconde près. La patience est une vertu, mais la vitesse est une stratégie de survie, nota-t-il. Dans un monde de panique algorithmique, ce n'est pas le plus gros qui gagne, mais le plus rapide.
Nous vendons l'illusion de la sécurité et nous achetons la réalité des flux de trésorerie. Alors que les marchés financiers étaient saisis par une vague d'incertitude à la mi-journée, Griffin activa l'algorithme Phoenix. Ce n'était pas un programme de trading ordinaire, c'était un système programmé pour évaluer la valeur des garanties physiques par rapport aux titres de créances dévalorisés dans les moments de distorsion extrême du marché. La plupart des traders cherchent des tendances. Nous cherchons des ruptures, expliqua Griffin à son équipe restreinte. Une tendance n'est qu'une hallucination collective qui dure jusqu'à ce que la réalité frappe à la porte. Une rupture, en revanche, est le moment où le système doit admettre qu'il a menti. C'est le moment où nous frappons. Il se concentra sur la désintégration des fonds de pension. C'était une impossibilité mathématique que Griffin voyait venir depuis des années. Ces géants du capital étaient piégés dans un monde qui n'existait plus, un monde de faible inflation et de rendements obligataires stables. Maintenant que l'inflation galopait, ils étaient forcés de vendre leurs joyaux de la couronne, projets d'infrastructures de premier plan, participation privée et droits précieux sur les matières premières. Ils vendent leur avenir pour payer leur passé, nota Griffin dans son journal. Nous achetons cet avenir avec une décote massive. Un fonds de pension doit émettre les chèques mensuels, peu importe ce que fait le marché. Ce désespoir est notre plus grande opportunité. Nous leur offrons la liquidité dont ils ont tant besoin, et en échange, nous obtenons le contrôle des autoroutes, des ports et des réseaux électriques de demain. Griffin regarda la carte géopolitique mondiale. Les pays des BRICS commençaient à cimenter un système de paiement alternatif. Le pétrodollar, colonne vertébrale de la dominance mondiale depuis les années 1970, montrait des fissures. Griffin n'y voyait pas un danger, mais un réalignement. Il avait déjà commencé à déplacer son capital vers des juridictions neutres, des endroits qui ne servaient pas de champ de bataille dans la guerre monétaire à venir. On ne doit pas être émotionnellement attaché à une monnaie, avertit-il. Le dollar a été un excellent outil, mais les outils s'usent. Quiconque croit encore aujourd'hui qu'une monnaie mondiale est un droit divin coulera avec le navire. La vraie liquidité ne connaît pas de drapeau. Elle coule là où elle est respectée et où elle peut croître sans être menacée par des sanctions ou des gels arbitraires. Dans son bureau de Manhattan, le silence était total tandis qu'à l'extérieur, les protestations contre la baisse du pouvoir d'achat devenaient plus bruyantes. Griffin analysa l'érosion du pouvoir d'achat de la classe moyenne. Pour lui, ce n'était pas un simple problème social, mais un défaut technique du système de banque centrale. L'inflation est l'impôt secret de l'État sur le temps de vie de ses citoyens, pensa Griffin. Ils ne volent pas seulement votre argent, ils volent les heures que vous avez travaillées pour gagner cet argent. Mon objectif est de placer mes clients et ma firme dans une position où nous ne sommes pas seulement protégés, mais où nous profitons de cette redistribution. Quand la masse s'appauvrit, la valeur réelle se concentre chez ceux qui possèdent la rareté. Il commença à investir massivement dans l'infrastructure agricole. Des droits d'eau dans les zones arides, la production d'engrais de pointe et des fermes verticales fonctionnant indépendamment des caprices météo. La nourriture et l'énergie sont les monnaies ultimes. On ne peut pas manger des 0 et des 1 numériques. Quand les chaînes d'approvisionnement se brisent, celui qui a le grain dans le silo aura plus de pouvoir que n'importe quel banquier central avec un bouton d'impression. Griffin se tourna vers le thème de l'intelligence artificielle dans la finance. Alors que d'autres utilisaient l'IA pour écrire des textes, il l'utilisait pour trouver des corrélations entre des événements apparemment sans lien. Quel est l'impact d'une grève dans une mine de cuivre au Chili sur la liquidité d'une banque régionale dans l'Ohio? Tout est lié. Le système est devenu si complexe qu'aucune intelligence humaine ne peut plus appréhender les causalités. Nous utilisons la machine pour trouver les angles morts des bureaucrates. Les régulateurs regardent dans le rétroviseur, alors que nous regardons vers l'avenir à travers la caméra infrarouge. À la fin de ce bloc, Griffin avait consolidé sa position de banquier central de l'ombre. Il n'était plus dépendant de la faveur des grandes maisons de Wall Street. Il avait créé son propre écosystème, où la confiance était remplacée par les mathématiques et les garanties physiques. L'ancien jeu s'appelait la confiance. Le nouveau jeu s'appelle la vérification. Si tu ne peux pas me prouver que tu possèdes l'actif, alors il n'existe pas pour moi. Nous mettons fin à l'ère des promesses sur papier. Nous entrons dans l'ère de la dure réalité.
L'horizon commençait à s'obscurcir, non seulement de manière métaphorique, mais aussi technique. Griffin tourna son attention vers la mise en œuvre des monnaies numériques de banque centrale, les fameuses MNBC. Il n'y voyait pas le progrès promis par les gouvernements, mais la forme ultime de l'expropriation financière. Une MNBC n'est pas de l'argent, écrivit Griffin d'une plume acérée. C'est un système de coupons d'État. Si votre argent a une date d'expiration ou ne peut être dépensé que pour certains biens, alors vous n'êtes plus un citoyen libre, mais un détenu dans un sanatorium numérique. La vraie liquidité exige l'anonymat et un pouvoir de disposition illimité. L'État veut murer la sortie de secours avant d'incendier le bâtiment. Il prépara sa firme au « blackout cybernétique ». Griffin savait que la complexité de l'interconnexion moderne avait créé une structure de verre fragile. Une attaque ciblée sur le système SWIFT ou sur l'infrastructure DNS ramènerait le système bancaire mondial à l'âge de pierre en quelques secondes. Alors que d'autres faisaient confiance aux solutions cloud, Griffin investissait dans la redondance analogique. Il fit poser ses propres câbles à fibres optiques et construisit des centres de données dans d'anciens bunkers militaires, alimentés de manière autonome par la géothermie. Quand les écrans deviendront noirs, seul comptera ce que vous contrôlez physiquement et qui peut recevoir vos signaux cryptés. Nous construisons un Internet dans l'Internet, un réseau pour l'échange souverain de valeurs qui ne nécessite la permission d'aucun fournisseur ni d'aucun gouvernement. Griffin observa le déclin de la puissance du dollar américain dans les pays du Sud. Il vit comment les nations commençaient à échanger leurs matières premières directement contre des infrastructures ou d'autres ressources, totalement en dehors des banques occidentales. Il appela cela le « grand désengagement ». Il positionna sa firme comme arbitre dans ses opérations de troc. Il devint le garant de la qualité et de la livraison dans un monde où les contrats papier ne valaient plus rien. La fin de la mondialisation et le début de la régionalisation du pouvoir, affirma Griffin. Nous ne sommes plus partout à la fois. Nous sommes là où se trouvent les ressources. Celui qui contrôle les mines, les raffineries et les voies de transport détermine le nouvel ordre mondial. Le reste n'est que du bruit numérique sur les réseaux sociaux. Il réfléchit à la psychologie des masses lors d'un effondrement systémique. Il savait que la plupart des gens ne réagiraient que lorsqu'il serait trop tard, quand les distributeurs de billets ne cracheraient plus d'argent et que les supermarchés resteraient vides. Les gens sacrifieront leur liberté pour la sécurité, mais à la fin, ils perdront les deux. Notre tâche est de fournir l'infrastructure à ceux qui refusent de faire ce sacrifice. Griffin se tourna vers son projet final, la « banque de liquidité souveraine ». Ce n'était pas une banque au sens conventionnel, mais un dépôt décentralisé pour des valeurs réelles. L'or, les titres fonciers, les brevets et les unités d'énergie y étaient gérés et pouvaient être transférés mondialement en temps réel, sans toucher une seule banque commerciale. Nous avons le monopole de l'intégrité mathématique, dit-il à ses partenaires. Dans un monde bâti sur le mensonge, la dette et les évaluations fictives, la vérité nue et prouvable est le bien le plus précieux. Nous sommes les gardiens de cette vérité. Dans le silence de la nuit, survolant l'Atlantique, Griffin contempla les lumières des villes loin sous lui. Il ne ressentait pas de pitié, seulement la clarté froide d'un homme qui avait compris les règles du jeu de la nature. Le système fiduciaire était une expérience qui avait fait son temps. L'effondrement n'était pas un défaut du système, l'effondrement était le système qui se purifiait. Le monde ne s'arrêtera pas demain, pensa-t-il. Mais le monde tel que vous le connaissez cessera d'exister. L'architecture du pouvoir est redessinée. Et pour ceux qui sont restés liquides, qui n'ont pas hésité et qui ont eu le courage de penser hors du troupeau, ce sera la plus grande ère d'expansion que l'humanité ait jamais connue. Il ferma son journal. La stratégie était complète. Les pions étaient placés. Griffin était prêt. Il n'était plus seulement un observateur du marché, il était sa conséquence inévitable. L'ère fiduciaire est terminée. Bienvenue dans l'ère de la réalité. Je suis prêt pour la tempête. Et vous ?